One Mini Radio. You know nothing, Jon Snow. Lannister always pays his debts. There is only one God. Dracarys. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Bonjour chers peuples de Westeros, on nous l'annonce depuis 8 ans, cette fois l'hiver est là. Enfin surtout dans la dernière saison de Game of Thrones qui vient de débuter sur HBO et chez nous sur OCS. Dans 6 semaines, nous saurons qui de Cersei, Jon, Sansa, Daenerys et compagnie posera ses royal fesses sur le trône de fer. Ou si le fameux trône ne sera pas tout simplement balayé par le roi de la nuit et ses potes les marcheurs blancs. Je suis Marion Olité, rédactrice en chef de Binge avec 3 i et j'aurai le plaisir de vous retrouver pendant 6 numéros, autant que d'épisodes, dans le débrief de Fer, le podcast de Combini dédié à Game of Thrones. Chaque semaine, nous reviendrons à chaud sur l'épisode qui vient d'être diffusé, puis nous évoquerons un grand thème qui a marqué la série, avant de passer aux théories autour de la mythologie de Game of Thrones. Et à mes côtés, justement, Lord Adrien Delage, journaliste à Binge et king des théories. Salut Adrien. Salut Marion. Comment ça va ? Ça va, super, écoute. Un épisode qui m'a plutôt convaincu. Ah, d'accord. Également autour de cette table, Monsieur Poulpe, humoriste, animateur et qui entretient un rapport particulier avec Game of Thrones. Salut Monsieur Poulpe. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être chez vous. Ah bah écoute, c'est un plaisir partagé, plaisir de te recevoir. Bah, il est encore plus partagé maintenant, je repartage le plaisir. Alors, je suis aussi ravie et je partage le plaisir de recevoir Cédric Delaunay, professeur d'histoire géo et auteur du livre Game of Thrones de l'histoire à la série. Bonjour Cédric. Bonjour. Convaincu par ce retour ? Le calme avant la tempête. Ah, d'accord. Alors place au débrief de ce premier épisode de la saison 8 intitulé sobrement Winterfell et ensuite on abordera la thématique du pouvoir dans la série. Alors c'est parti, on commence avec un premier extrait dans lequel Lady Mormont rappelle à Jon Snow qu'il a été élu roi du Nord et qu'il a abandonné son titre et plié le genou devant une reine étrangère sans même consulter les siens. Your Grace. But you're not, are you? You left Winterfell a king and came back a... I'm not sure what you are now. A lord? Nothing at all? It's not important. Not important? We named you King in the North. You did, my lady. It was the honor of my life. I'll always be grateful for your faith. But when I left Winterfell, I told you we need allies or we will die. I have brought those allies home to fight alongside us. I had a choice. Keep my crown or protect the North. I chose the North. Alors, on est sur, vous êtes sur quel team là ? On a le côté, tu as un peu lâché ta couronne de roi du Nord, comment tu as osé faire ça ? Et Jon qui répond, oui, enfin bon, là on se bat pour la vie, donc moi, quelque part je protège le Nord, même si j'ai renoncé à la couronne. Moi, je suis de la team de la DAS, déjà, parce qu'une enfant n'a rien à foutre dans un truc d'adulte. Donc, je vois pas pourquoi les enfants viennent se la raconter comme ça dans un conseil ou des adultes avec des épées. C'est très dangereux pour les enfants, ça va pas du tout. Attention, faut pas s'attaquer à Lady Mormont, c'est un des personnages chouchous de Game of Thrones. J'ai bien l'impression. C'est l'enfant badass, quoi, qui a hérité du château et qui dit ces 4 vérités aux adultes. Oui, c'est-à-dire que là, on a un personnage qui, effectivement, sort du cadre. Parce qu'effectivement, on voit un enfant qui peut devenir l'héritier d'une grande famille et qui peut dire effectivement ces 4 vérités à quiconque, y compris au roi, et celui qui avait été élu roi. Mais justement, là, il y a un problème. Eh oui. Mais alors du coup, toi, t'es plutôt du côté de Jon Snow ou de Lady Mormont sur ce coup-là ? Alors on a Jon, c'est vraiment le oui-oui de service, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout. On a un personnage totalement innocent, qui n'a aucune ambition personnelle, alors qu'il est entouré de monstres et il est véritablement dans un panier de crabes. Et là, on a quelqu'un qui lui rappelle tout simplement les règles dynastiques et les règles d'élection. C'est-à-dire qu'il avait été élu par les gens du Nord pour être le roi du Nord. Et lui, il a abandonné sa couronne au nom d'un principe moral supérieur, mais qui semble totalement inopérant vis-à-vis de ses seigneurs. Mais après, je pense que Jon Snow, il est un peu Kiefer Sutherland dans 24, il est en mode au grand mot, les grands remèdes. Donc en fait, il fait fi des contraintes administratives et il va de l'avant. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est qu'il s'affranchit des règles.
Alors que Lady Mormont, elle connaît même pas les règles, puisqu'elle a que 12 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Attention avec Lady Mormont, on va pas se faire des amis. Non, mais je rejoins un Poulpe sur ce point, c'est-à-dire que en fait, Lady Mormont, elle a pas l'expérience qu'a Jon, donc la notion de sacrifice qu'a donné Jon d'abandonner sa couronne pour le Nord, voire pour tout le royaume, c'est peut-être un concept qu'elle ne peut pas comprendre encore. Mais en même temps, on entend derrière tous les seigneurs du Nord, ils sont super contents, ils sont plutôt derrière Lady Mormont. Moi, j'ai l'impression que le Nord, il est un peu têtu. C'est pas un peu genre les Bretons dans l'histoire, le Nord, ils sont... Bah, le Nord, c'est la moitié du continent. C'est-à-dire qu'ils autorisent un roi venu du Sud à dominer leur terre à partir du moment où il est très très loin. Et là, badaboum, qui c'est qui arrive, la belle blonde, en disant maintenant c'est moi la chef. Effectivement, ça passe moyen. Donc... Elle est belle, hein, quand même. Elle est quand même belle. Mais c'est vrai que les Targaryens, ils tenaient leur autorité parce qu'ils avaient des dragons. Ensuite, Robert Baratheon, il le supportait. Pourquoi ? Parce qu'avec Ned Stark, ils étaient potes. Mais là... c'est pas possible. Très clairement, ils sont très différents des Sudiens et ils ne veulent pas de leur autorité, c'est très clair. Et en termes de géographie, est-ce que George R.R. Martin, il a pas un peu imaginé le côté Westeros, c'est l'Europe, et Essos, c'est l'Orient, et avec des populations comme ça, on a aussi un peu dit, je parlais des Bretons, que les îles Fernées, là, qu'on voit aussi dans cet épisode, ce serait eux aussi un peu les Bretons, parce qu'ils sont sur une espèce d'île entourée de mer, tout ça. Bah, les peuples ont des identités bien marquées. Les Fernés, c'est des sortes de Vikings. Sur Essos, on a les Dothraki, c'est des Huns, enfin tous les peuples des steppes qui vont déferler à intervalles réguliers, des Huns aux Mongols, etc. Et on a, sur Westeros, on a un monde qui ressemble à l'Europe du XVe siècle, c'est-à-dire avec un État qui est en cours de formation, mais dans lesquels, en fait, les grands seigneurs féodaux ont quand même pas mal d'autonomie. C'est-à-dire que ces Nordiens, ils ont une identité très très marquée, et voilà, tant que le lien avec la couronne reste, on va dire, très distant, ils l'autorisent. Et là, on voit bien ressurgir les querelles féodales, de base, même s'il y a un danger immédiat qui est prêt à leur tomber dessus. Et cet épisode, il nous propose aussi un beau moment d'émotion du côté des Stark et de Winterfell. C'est les retrouvailles encore, parce que les Stark, rappelons qu'ils avaient été tous séparés plus ou moins en saison 1, et qu'on a commencé à avoir des retrouvailles la dernière saison, mais là, on n'avait pas eu encore Jon et Arya. On les retrouve, on est heureux, et en même temps tout a changé. Ils se font à peine un câlin que Jon se plaint déjà de Sansa, qui se croit plus intelligente que tout le monde. Est-ce que on les imaginait comme ça, ces retrouvailles ? Vous avez été émus, ou tout de suite il y a le game un peu qui est revenu ? Alors c'est le moment où je dévoile mon masque. Ouais, monsieur Poulpe, j'ai peur. Je dis que en fait moi j'ai jamais regardé la série parce que en fait je vous explique là tout de suite, ça paraît un peu bizarre que je sois là, mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez complètement adhérer à ma cause. C'est que en fait je me suis binge-watché la saison 1 de Game of Thrones, j'ai adoré cette série et à la fin de la saison 1 je me suis dit mais merde, en fait je suis en train de regarder Santa Barbara avec des pots de bêtes. Je me suis rendu compte qu'en fait, je matais un drama familial. Et en fait, ça m'a saoulé. Et je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je veux voir des séries où ça se bastonne et tout. Donc, j'ai complètement lâché Game of Thrones. Et au fil des saisons, quand le monde s'embrasait autour d'un épisode, genre les Noces Rouges ou les premières attaques des White Walkers, je matais les trucs, je matais les épisodes et je me disais, ah putain, c'est cool quand même. Mais je sens quand même que ça reste un putain de drama familial. Et donc là, pour vous, j'ai regardé, j'ai repris la série, j'ai regardé les 2 derniers épisodes de la dernière saison. Je me suis dit merde, cette série est vraiment chambée, je suis vraiment trop con de passer à côté de ça. Et j'ai regardé le premier épisode de la saison 8 et ça, pardon, mais on est complètement dans des retrouvailles de drama familial de chez familial quoi. Et alors oui, c'est cool, mais typiquement la dernière image, on en parlera à la fin, mais la dernière image de cet épisode où il y a des retrouvailles hyper importantes, ça fait écho au premier épisode et j'ai l'impression de ne rien avoir loupé en 8 saisons, excusez-moi. C'est parce qu'aussi le premier épisode, il était concentré sur... Il y a un côté fanservice. Ouais, à fond. Franchement, qu'ils assument, nostalgie et tout, avec ses retrouvailles notamment. Arya, on voit qu'elle tend à Jon l'épée, aiguille, qu'il lui avait donné. Middle, oui. Et après, c'est-à-dire que moi, c'est des choses que j'ai trouvées prévisibles. C'est-à-dire ce genre de retrouvailles. Et à la fois. On fait la fin, quoi. On prépare la fin. Quoi. C'est ça, c'est un peu le calme avant la tempête, quoi, exactement comme tu disais. Que tout change pour que rien ne change. Tous les personnages se retrouvent, mais dans des circonstances très différentes. Effectivement, là, ça s'appelle Winterfell. Moi, ça me rappelle le premier épisode de la première saison. C'est ça, complètement. Sauf qu'il y a quand même une nuance. C'est-à-dire que quand Robert arrive, tout le monde se met à genoux. Dans le premier épisode, saison 1, épisode 1, dans le pilote. Ouais. Tandis que là, quand Daenerys arrive, personne ne se met à genoux.
et on sent bien les rapports de force qui se mettent en place. Mais c'est intéressant, parce que je crois que tu veux parler du pouvoir, c'est ça? On va y arriver, mais oui, on peut déjà en parler. Je ferme bien ma gueule et j'attends ce moment. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc du pouvoir où on a lâché la dernière saison où c'est clairement la merde et il faut que tout le monde s'unisse. Et là, tu reprends un épisode où c'est complètement le jeu des trônes, pour le coup, où t'es complètement dans du fils de putage, d'essayer de récupérer le pouvoir dans tous les sens. Et en fait, tout le monde a oublié les promesses qu'on a fait il y a un épisode avant, quoi. Ouais, ils ont tous oublié, sauf Jon Snow qui continue à ramer tout seul. Oui. Alors, l'épisode voyage aussi du côté de Port-Réal, où Cersei semble ne pas se remettre de l'absence d'éléphant promis par Euron. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est là que je me dis que les scénaristes de Game of Thrones sont assez forts. Parce que oui, tu disais très bien, Monsieur Poulpe, que du coup, il y avait un aspect un peu soap opéra dans cette histoire avec les dramas familiales. Il y a aussi de la comédie, quoi. Moi, je m'attendais pas à ce que Cersei soit drôle à ce moment-là de l'histoire, où elle est en plus esseulée sans son frère, sans rien du tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène? Elle attend les éléphants, parce que les éléphants, c'est l'arme de guerre absolue, quoi. Apparemment, oui. Et l'autre, il revient juste avec sa queue. Et voilà. Et tout compte fait, elle n'a pas la force militaire qu'elle attendait. Alors, j'ai pas très bien compris. Pourquoi il la baise? J'ai pas compris. Parce que lui voulait baiser avec une reine. Ouais. Oui, mais pourquoi elle dit oui? Il y avait un deal, ils avaient passé un deal. Ça n'a aucun rapport avec les éléphants? Parce qu'elle il n'y a pas vraiment de rapport avec les éléphants. Parce qu'elle est totalement machiavélique. Mais c'est une levrette contre 10 éléphants ou j'ai vraiment pas compris. Alors non, on en arrivera, mais l'un des pouvoirs, en fait, il dit qu'il veut la baiser comme ça pour faire le malin, mais en fait, l'une des sources de pouvoir, c'est évidemment d'avoir une reine enceinte, parce que l'héritier, on en parlera de la manière dont fonctionne la succession au trône, mais s'il met enceinte Cersei, il a une chance ensuite d'avoir un héritier sur le trône et d'être une sorte de roi aussi, quoi. Aucun rapport avec les éléphants. Non. On va passer à un nouvel extrait d'une scène longtemps attendue. Jon est invité par Dany à chevaucher son dragon Rhaegal. Et voilà comment ça se passe. Go on. I don't know how to ride a dragon. Nobody does until they ride a dragon. What if he doesn't want me to? Then I've enjoyed your company, Jon Snow. Alors là aussi, l'approche, elle se fout clairement de sa gueule, quoi, en fait. L'approche est un peu comique. Est-ce que vous avez aimé cette scène? Même en termes, on peut aussi parler des effets spéciaux, s'ils étaient cool ou pas. Ouais, c'est hyper bien. Les dragons sont hyper bien faits. Mais après, c'est mignon, c'est qu'ils couchent ensemble et là, ils s'amusent, ils batifolent un peu avec leurs dragons. Il y a des sentiments. On peut parler de sentiments sans... Ça fait un peu la version moderne et fantastique de la chevauchée du prince et de la princesse à travers les prés. Oui. Mais il y a une scène qui a fait écho clairement, enfin je sais pas si vous l'avez vu comme ça, mais la cascade où Jon retrouve son amoureuse, c'est Ygritte. You know nothing, Jon Snow. Ygritte 2, là, il y a le clin d'œil qui semble à peu près évident. Et c'est là où Paul fait, j'ai pas dû voir cette saison, pardon. Oui. C'est le petit, il y a un petit côté fanservice, surtout que quand ils arrivent après de la cascade et qu'elle lui dit, tiens, on pourrait très bien rester là toute la vie. C'est exactement ce que lui avait dit Ygritte, dans la saison. Plus 3 ou 4. Ouais, moi je suis un peu déçu quand même. Je trouve que ça manque. En fait, je la trouve un peu random cette scène, c'est-à-dire qu'elle arrive pas à un moment où moi j'aurais aimé, c'est-à-dire un moment un peu épique où Jon prend le dragon, je sais pas, par exemple pour sauver Daenerys ou quelque chose comme ça, un peu inattendu. Et après, ça va peut-être servir justement par la suite. Du coup, ça prépare à mon avis quelque chose pour l'épisode 3 par exemple. Et en termes de CGI, ouais, effectivement, moi j'ai trouvé ça super beau. Et de toute manière, les vrais savent que, de toute façon, depuis la biche de The Walking Dead en saison 7, tout sera mieux que ça. Ça, c'est sûr. Game of Thrones ne fera jamais pire que cette biche. Parce que moi, j'ai noté la thune des effets spéciaux. Vous savez combien ça coûte? C'est fou. Un dragon? Non, mais la série, c'est 90 millions pour 6 épisodes. 90 millions de... Ouais, le budget n'a pas cessé d'augmenter. Ouais, mais c'est fou, donc effectivement, ils peuvent se faire plaisir sur les CGI, quoi. C'est beaucoup, quoi. Ouais, ils sont à plus de 15 millions l'épisode. C'est la saison la plus chère de l'histoire des séries télé. Absolument. Ouais. Mais le petit coup d'œil de Jon et du dragon à la fin, quand même, ça valait pas très cher. Mais à mon avis, le dragon, il aime pas trop que. Enfin, c'est vrai. Le beau-père, il n'aime pas trop, quoi. Je pense qu'il va y avoir un truc entre eux, quoi.
Alors, on en a parlé vite fait, mais justement, la love story entre Jon et Daenerys, la question c'est est-ce qu'on y croit vraiment ? Il y a pas mal de fans, etc., qui ont reproché au scénariste d'avoir un peu bâclé la construction de cette relation. À un moment donné, dans la saison précédente, il y a Tyrion justement qui parle des deux en disant il est beau, elle est belle, il est jeune, elle est jeune, c'est deux princes, princesses, allez hop, ils vont ensemble, c'est trop cool. Mais du coup, les autres relations amoureuses dans Game of Thrones ont quand même le temps d'être vachement développées sur plein d'épisodes. Là, est-ce qu'on y croit vraiment ? À part que oui, ils sont beaux et que oui, les voir copuler ensemble, c'est joli, quoi. Mais bon. Bah, tout le monde en avait envie depuis le début. Alors, est-ce que c'est du fanservice ou c'est des vrais sentiments ? Ça, on ne sait pas. Mais après, on est content de les voir baiser dans le Drakkar, quand même. C'est cool. Non ? Ouais. Après, non, je vous demande, est-ce qu'on y croit ? Très rapidement, les doutes s'installent. Très rapidement. C'est que là, il y a un vrai problème politique de dois-je continuer à la doigter ou dois-je enfreindre son autorité, finalement. Surtout, c'est une tante. Oui, voilà, il y avait ça aussi. C'est une tante avec son neveu. Alors ça, j'ai l'impression que ça pose pas trop de soucis, quand même. Bah, dans Game of Thrones, plus ou moins. À voir comment Jon va réagir, quand même, parce qu'on n'est pas sûr de... Vu la tête qu'il fait quand il est dans la crypte avec Sam, on n'est quand même pas sûr de sa réaction après. Alors, justement, on arrive à cet extrait précis, donc la grande révélation des origines de Jon Snow. Bah, nous, on le savait, déjà à la fin de la saison 7. Les spectateurs le savaient, mais pas le principal intéressé. Donc Sam se charge de lui expliquer l'histoire et Jon va réagir ainsi. My father was the most honorable man I ever met. You said he lied to me all my life. Your father, Ned Stark, he promised your mother he'd always protect you. And he did. Robert would have murdered you if he knew. You're the true king. Aegon Targaryen, 6th of his name, protector of the realm, all of it. Daenerys is our queen. She shouldn't be. There's treason. It's the truth. You gave up your crown to save your people. Would she do the same? Alors Cédric, question simple mais néanmoins inévitable. Pourquoi Jon est-il plus légitime que Daenerys à monter sur le trône de fer ? Il est le fils du fils aîné du roi fou. Donc il est le petit-fils en droite ligne, si on prend la légitimité dynastique. Il passe devant Daenerys, qui est sa tante en fait, et qui n'est pas en droite ligne, en plus c'est une femme. Donc les deux conjugués, ils passent devant. Tout simplement. D'accord. C'est le fait qu'elle soit plus jeune ou que ce soit une femme. Oui, c'est surtout que ce soit une femme. Et si on prend la ligne directe, patrilinéaire, c'est lui qui doit hériter du trône. Alors, pour la première fois, effectivement, on le sent un petit peu ébranlé. Déjà, la révélation personnelle, mais de voir que légitimement parlant, c'est lui le roi. Et là, est-ce que ça va réveiller un petit côté obscur chez Oui ou pas ? C'est la grande question. Est-ce qu'il va enfin transgresser, fendre l'armure et être un personnage un peu ambitieux qui va jouer sa carte personnelle, ou au contraire, va-t-il continuer de se mettre au service d'une cause qui le dépasse ? Question ? Non, mais ça se voit qu'il flippe un peu de se dire merde, je vais devoir la meuf que je suis en train de pécho dans un Drakkar et tout, je vais devoir aller contre elle. La meuf a 2 dragons. Et puis surtout, non, c'est lui qui crée une alliance de toutes les familles, il est à l'origine de tout ça. Et là, il se dit, merde, je vais devoir foutre le bordel dans cette alliance, donc ouais, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il va pas le faire. Moi, je pense qu'il a pas les yucks pour le faire, Jon Snow. Par contre, son vrai nom, il est cool. Je l'ai noté, je l'ai trouvé cool. Aegon. Ça fait soit un spray anti-moustique, soit un prénom hyper cool. J'étais un peu jaloux, moi. Tu veux te rebaptiser ? Ouais, je me suis dit, putain, c'est peut-être mieux que Monsieur Poulpe, Aegon, en vrai. Aegon Poulpe, ouais. Ça pète. Non, Aegon Targaryen, c'est cool. Mais justement, pour en revenir sur la manière dont se transmet le pouvoir au royaume des 7 couronnes, on a vu depuis la saison 1 qu'il y a eu plein de rois. Pas toujours très bons, genre même on dirait tout le temps mauvais, enfin soit juste mauvais qui s'en foutaient du pouvoir au final comme Robert Baratheon, soit super cruel comme d'ailleurs le Mad King, le roi fou, le père de Daenerys, ou Joffrey qui était aussi cruel et sadique. Finalement, il y en a eu les illégitimes aussi en vrai, donc on sait que Joffrey, tout ça, ce sont des enfants des deux Lannister, donc aussi en vrai ils sont illégitimes. Est-ce que on va vers la perpétuation de ce système finalement ou pas là ? On se pose des questions, quoi.
En fait, il y a plusieurs légitimités. La légitimité dynastique qui se confronte à la légitimité morale. Et Daenerys, en fait, elle se présente d'abord comme une forme de légitimité morale. Et s'il y a un certain nombre de personnages qui convergent vers elle, c'est parce qu'elle présente un projet politique, notamment lorsqu'elle abolit l'esclavage. Elle arrive à séduire des gens comme Tyrion, à qui on ne la fait pas quand même, mais qui sont assez séduits par le personnage. Et justement, on voit bien que là, il y a une transgression de la légitimité normale. Et il y a d'autres légitimités. Il y a la légitimité élective. Par exemple, si Jon se présente comme le roi du Nord, c'est qu'il a été élu roi du Nord. Et c'est ce que ne supportent pas les seigneurs du Nord. C'est-à-dire qu'ils l'ont élu, ils l'ont porté au pouvoir, et il a abandonné sa couronne sans en référer à ceux qui l'ont élu pour la donner à une princesse étrangère, sulienne. Et là, ça pose un problème. Et en plus, dans tous les différentes maisons, la manière dont, par exemple, se succèdent aussi sur, donc les seigneurs n'est pas toujours de la même façon. Aussi. Non, c'est assez différent. On voyait la petite Mormont là, c'est une fille. Oui. Mais c'est vrai ça. Elle peut On n'avait pas pensé. Ouais, donc on a le côté effectivement, on n'est pas dans la loi salique qui effectivement faisait que c'était seulement les hommes qui pouvaient hériter de la couronne. Donc là, on a un petit côté anglais et pas très français sur ce coup-là. Donc il y a d'autres légitimités. C'est la légitimité aussi par la force. Si Daenerys devient la reine, c'est qu'elle a aussi des dragons et qu'elle a quand même les moyens de se faire respecter. Mais justement, c'est pas ce qui ferait peur au peuple, c'est-à-dire de perpétrer plutôt l'idée de la dictature targaryenne. Je pense au roi fou notamment qui voulait brûler tout le monde à la fin de sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette peur-là de la part du peuple ? Oui, il y a la peur, et pas seulement du peuple, mais aussi de Tyrion. On voit que Tyrion accepte comme légitime Daenerys. Cependant, il se pose deux questions. C'est au moment où elle utilise ses dragons lors de la bataille, où elle crame tout le monde, elle n'était pas forcément obligée, et où elle crame les Tarly en disant oui, on pourrait peut-être faire sur le mur, etc. Elle a un peu déconné. Elle a un peu déconné sur ce truc-là, mais elle va le payer, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'elle n'est pas aussi folle que son père C'est pas complètement. Après, à ce sujet, Jon explique aussi à Sam que lui aussi, il en a exécuté des gens de manière assez aussi quand il était Lord Commander pour imposer son autorité face à des quand il était mis en faiblesse, il a aussi exécuté sommairement des gens. On ne gouverne pas innocemment, comme disait Saint-Just. Voilà. Et donc, justement, cet épisode nous montre bien que malgré la menace des marcheurs blancs qui se rapprochent, personne n'a oublié le jeu des trônes et ce qui se cache derrière, donc cette soif de pouvoir. Alors, comment acquiert-on le pouvoir ? Cersei Lannister, qui est quand même à Port-Réal et au Donjon Rouge depuis la saison 1, a un point de vue clair qu'on va comprendre dans cet extrait que je vous ai ressorti de l'épisode 1, saison 2, où elle fait face à Littlefinger. Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Donc voilà, si on suit le raisonnement très clair et simple. Elle n'a pas tort, hein, c'est sûr que... voilà, le pouvoir, c'est la force physique. Littlefinger avait d'ailleurs fait un peu son beurre en voulant manipuler les uns et les autres. Il n'est plus là dans la dernière saison. Alors, est-ce qu'elle a raison ? Est-ce que le pouvoir réside dans la force physique ? En tout cas, plus les saisons avancent... ça nous a foutu un coup dans la gueule, je te le cache pas. T'as un peu médusé la foule. La force physique, elle a des dragons déjà. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que plus les saisons avancent et plus on a l'impression que, par exemple, Cersei, elle veut la compagnie dorée pour avoir la plus grosse armée, Jon, il réunit tous les Nordiens pour avoir aussi la plus grosse armée, puis d'un côté, on a le roi de la nuit qui a ses pouvoirs et qui est capable de buter un dragon, quoi. Donc, la série tend à nous montrer cet avis-là, en tout cas. Mais après, c'est certain que ça va... Enfin, finalement, moi, je vais faire un parallèle avec Koh-Lanta. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Finalement, au début, les gens s'éliminent et tout, parce que voilà, mais au bout d'un moment, en fait, ils éliminent les plus forts. Pour pouvoir gagner, c'est la stratégie qui l'emporte dans Koh-Lanta. On est à un doigt de l'épreuve des poteaux dans Game of Thrones. Non, mais je pense que elle porte bien son nom, cette série. Moi, j'ai pas lu les livres par rapport à la flemme, mais je pense que là, c'est la stratégie qui va l'emporter à la fin, forcément. Il y a quelqu'un qui va aller sucer le roi de la nuit, ou il y a un truc comme ça. Enfin, c'est...
Je sais pas, hein, mais... Parce que la force pure, elle est véritablement représentée chez les peuples les plus primitifs, chez les Dothraki, par exemple. Voilà, si tu n'arrives pas à monter à cheval, bah, t'es plus le cal, et puis on n'en parle plus. Mais ça reste les clodos de Westeros. Voilà, voilà. Donc c'est pas eux les... Voilà, et donc effectivement, de voir que c'est plus complexe. Pour arriver au pouvoir, il faut combiner certes la force brute, et quand on a des dragons derrière soi, ça inspire une forme de respect, mais il faut savoir le combiner avec le talent tactique. Et là, on voit que par exemple, Jon, avec l'aide de Sam, avait réussi à prendre le contrôle de la garde de nuit, alors que c'était pas gagné. On voit bien que la légitimité dynastique, elle reste toujours quand même importante, et là, la révélation à Jon de sa véritable identité va lui donner des arguments pour revendiquer le trône, et il y a quand même la légitimité morale, et là, on voit par exemple l'ombre d'un personnage comme Tyrion, ou Varys, là, qu'on a à peine vu dans l'épisode, mais qui se fait très discret et qui sont très discrets et qui mettent en place ça, c'est des vrais la technique réseaux de Koh-Lanta. Voilà, ça, c'est la technique de Koh-Lanta, et c'est comme ça qu'on arrive à la finale. C'est des nains qui gagnent, ça ? En général. Ah, d'accord, ok. Alors, eux, en fait, c'est les conseillers, ils sont du côté de Daenerys. Hein, donc, bon, si on suit les têtes pensantes, a priori, on est quand même toujours dans un truc où ce devrait être Daenerys, qui a exercé d'ailleurs le pouvoir, finalement, plus longtemps que les autres, puisqu'elle a régné à Essos, dans des villes comme Meereen, Pentos, etc. Et en plus, elle a fait preuve véritablement de sens politique. C'est-à-dire qu'au début, elle arrive très idéaliste, j'abolis l'esclavage, tout va bien. Et en fait, elle est obligée de composer avec les maîtres pour tenter d'endiguer une révolte. Et on voit bien, alors ça lui plaît pas, hein, quand on voit sa tête lorsqu'elle réouvre les fosses de Zarnak, on voit que ça lui fait pas forcément plaisir de réorganiser des combats gladiateurs, mais elle doit passer par là, elle l'a compris. Et là, effectivement, elle a mûri comme personnage, c'est ça qui est intéressant. Les pronos, peut-être ? Alors, on va y arriver bientôt au prono. Ne sois pas aussi impatient. Là, on arrive surtout aux théories. Parce que qui dit Game of Thrones dit théorie, dit Reddit, dit théorie dingue sur le frère de Bran, qui serait le roi de la nuit, qui serait lui-même le roi fou. Enfin bref, si vous avez rien compris, ne vous inquiétez pas. Pour nous éclairer dans cette nuit sombre et pleine de terreur, comme dirait Mélissandre, j'appelle le maître de binge, Adrien, qui va nous mettre au parfum d'une théorie chaque semaine. Alors voilà, maître de l'âge, quelle est votre théorie de la semaine ? Alors aujourd'hui, j'ouvre mon livre de maître pour vous parler de géométrie et plus précisément de la symbolique de la spirale dans Game of Thrones. Donc là, je fais référence à la scène qui se déroule dans le château d'Âtre-les-Confins, la demeure des Ombles, où se réfugient Tormund, Beric et les gardes de la nuit. Ah oui. À la fin de l'épisode. Je vois très bien de quoi tu parles, alors que j'ai pas regardé cette saison. Donc ce petit groupe, dans le château, il fait l'horrible découverte du corps zombifié de Ned Omble, qui est donc le jeune seigneur